Interrogeons-nous sur la prise en compte du patrimoine culturel africain. Comment faut-il faire pour un retour aux fondamentaux? Bienvenue dans l'entretien sur Gabon Première. J'en discute justement sur cette importante thématique avec le docteur Massamba Gueye, acteur culturel, conseiller technique à la présidence de la République sénégalaise. Bienvenue à vous, docteur Massamba Diop. Gueye. Oui, docteur Massamba Gueye, bon, c'est normal qu'on me confonde toujours avec un de mes amis chercheurs universitaires comme moi, docteur Massamba Diop, fils aîné de Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup de votre invitation. Allez, nous lançons donc justement cet entretien, le retour des biens culturels. Plusieurs questionnements sont au goût du jour. Déjà, lorsqu'on parle du retour des biens culturels, comment cela résonne en vous? Mais cela résonne en tant que membre du conseil d'administration du musée des civilisations noires de Dakar et directeur de la maison de l'oralité du patrimoine. Cela résonne doublement. Très bien. La première résonance, elle est qu'en tant qu'Africains, ceux qui l'ont défini comme des biens culturels les ont nommés à partir de leur perception des choses. Très bien. Mais la deuxième résonance, c'est en tant qu'intellectuel et chercheur, retour de quoi? Retour comment? Retour vers qui? Retour avec quel discours? C'est la question que j'ai posée en 2019 lorsque j'ai organisé le symposium international sur le retour des biens culturels au musée des civilisations noires. J'ai posé la question, ces objets que vous appelez biens, sont-ils des biens ou des objets de culte ou notre âme, l'âme de notre culture? Qu'est-ce qu'on peut retenir là? On retient que ce ne sont pas des biens, parce que des biens, c'est une valeur économique. Très bien. Ces objets ont une valeur spirituelle. Ces objets ont structuré notre existence, notre rapport au cosmos, notre rapport au monde. Ces objets ne sont pas des objets, ce sont des êtres transférés dans des formes. Très bien. Donc aujourd'hui, je pense que la notion de bien culturel ne me convient pas. Je préfère qu'on parle de rapatriement du patrimoine culturel africain. Très bien. Matériel. Très bien. Justement, un rapatriement culturel qui est d'actualité, on en parle un peu dans tous les pays donc du continent africain. Docteur Massamba Gueye, le retour des biens culturels engendre plusieurs aspects qui concourent justement à cette importante thématique. Intéressons-nous un peu très rapidement au déficit d'éducation. Lorsqu'on parle du déficit d'éducation, qu'est-ce que le plus grand nombre peut retenir? Pouvez-vous nous en glisser quelques mots là-dessus? Mais le déficit d'éducation, il m'interpelle, parce que quand je suis fils de villageois et qu'aujourd'hui, je suis titulaire d'un doctorat. Ah, vous l'êtes fils de villageois? Ben oui, je suis fils de villageois. J'ai grandi entre les vaches de mon père et les poules de ma mère et les champs de mon grand-père. C'est encore où, dans quelle partie du C'est Sénégal? à Koki, dans la région de Louga, la région du président Abdou Diouf. Très bien. Où j'ai fait mes études dans une école de 3 classes sans eau ni électricité. Très bien. Où je prenais la charrette pour aller chercher de l'eau. Très bien. N'eût été l'école républicaine africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais là en tant qu'expert du patrimoine reconnu par l'UNESCO pour vous parler? Pas du tout. Le déficit d'éducation est le plus grand déficit que l'Afrique a. Ce n'est pas le déficit financier, ce n'est pas le déficit de céréales, ni le déficit de blé. Le grand déficit, c'est le déficit d'éducation. Une grande richesse, l'éducation. Mais évidemment que si l'Allemagne aujourd'hui est au centre des décisions politiques du monde, l'Allemagne n'a pas de ressources minières. L'Allemagne a investi dans les ressources humaines. Aujourd'hui, le grand gap de l'Afrique, c'est l'investissement dans l'éducation. Parce qu'en Afrique, on confond souvent l'instruction et l'éducation. Et l'éducation, il y a une nuance. Ben oui, un diplômé, tous les diplômés ne sont pas des intellectuels. Très bien. On peut avoir beaucoup de diplômes sans avoir un apport social fort. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'un jeune Fan, un jeune Wolof, un jeune Bambara, diplômé ayant une maîtrise ou un doctorat, est capable de retourner parmi les siens, parler dans la langue de ses origines, avec les concepts qu'il a appris à l'école? C'est ça la question de l'éducation. Très bien. Une interrogation. Vous aurez certainement l'occasion de répondre plus largement au cours de nos prochains programmes. Nous parlons d'éducation. Juste à côté,
de l'éducation, il y a ce qu'on appelle scientifiquement, intellectuellement, le curricula. Est-ce que les curriculas actuels sont conformes sur le plan continental à la situation ou aux situations réelles, docteur Massamba Gueye? La semaine dernière, lors des rencontres africaines à Dakar, les rencontres africaines pour les ressources éducatives, que j'ai eu l'honneur de faciliter, nous nous sommes posé la question essentielle de: avons-nous une école en Afrique ou une école africaine? Nous avons des écoles en Afrique. Mais ces écoles sont-elles africaines quand elles n'enseignent pas le patrimoine africain, quand elles n'enseignent pas les proverbes africains, les savoirs endogènes africains? Est-ce qu'une faculté de médecine en Afrique qui refuse la médecine traditionnelle africaine est une faculté de médecine? Oui, nous avons des écoles en Afrique, mais le combat, c'est de nous battre pour que les ressources pédagogiques soient conformes au projet humain que nous avons pour nos enfants. Très bien. Vous me donnez l'occasion, là, docteur Massamba Gueye, vous avez fort justement mis un pied dans le plat pour me permettre, vous avez trouvé, je vais dire, une transition, somme toute indiquée, pour parler un peu de la démocratisation du savoir. Quel type d'école, véritablement, les Africains peuvent-ils avoir? Mais nous devons avoir une école où nos langues, qui sont nos langues maternelles, sont prioritaires. Très bien. Où les langues étrangères ne rentrent dans le cursus de l'élève qu'à partir de la 3e année. Très bien. Ce qui fait que cette école sera une école qui ne pointera pas du doigt le savoir traditionnel comme un savoir désuet. L'objectif de l'école occidentale, c'était de nous assimiler, faire de nous des gens capables de fonctionner et de faire fonctionner un système. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous devons nous poser cette question essentielle. Laquelle? Qu'est-ce que nous voulons comme type de citoyens? Si nous voulons des citoyens engagés, conformes à un idéal africain, mais ouverts au monde et prêts à affronter le monde, il nous faut une école où l'ancrage culturel est installé les 5 premières années. Très bien. Où à partir de ces 5 premières années, l'enfant est suffisamment installé dans des valeurs qui font que plus tard, quand il sera dans une université internationale, il n'aura aucun complexe de se positionner comme un Africain intellectuel ouvert aux apports du monde. Devant les Occidentaux, sans complexe d'infériorité, comme on le dit. J'apprécie véritablement votre phrasé, docteur Massamba Gueye. Nous allons poursuivre. Lorsqu'on parle un peu des politiques globales, de la culture, selon vous, cela renvoie à quoi? Mais la politique culturelle n'est pas l'agencement des programmes culturels. Malheureusement, dans beaucoup de pays en Afrique, on pense qu'agencer des programmes, c'est avoir une politique culturelle. Non. Avoir une politique culturelle, c'est fixer des objectifs d'État dans le mode d'humanité qu'on veut avoir. Très bien. Est-ce que nous voulons avoir des citoyens prêts à entrer dans la modernité avec des outils culturels forts? À partir de ce moment, on dit, voilà le type d'école que nous voulons avoir, voilà le type d'habitat que nous voulons avoir, voilà le type de nourriture que nous voulons avoir. Et on développe une politique culturelle, un ensemble d'actions cohérentes visant un objectif de développement. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de programmes culturels que de politiques culturelles en Afrique. Et que dire un peu de l'absence de prise en charge de cette même culture qui nous est chère, effectivement, sur le continent africain? Mais l'absence de prise en charge de culture a eu pour conséquence des politiques successives qui sont pertinentes, mais qui ne touchent pas les populations. Parce qu'un enfant ne pleure pas pour un jouet dont il ignore l'existence. Donc, si nous avons des politiques définies à partir de l'Europe, définies à partir de l'extérieur, à appliquer pour des populations majoritairement non alphabétisées ou non lettrées, mais il y a un déphasage. Donc je pense que la culture doit être à la base, comme le veut la Convention 2005 de l'UNESCO, à la base de la définition des programmes économiques d'Afrique. Et la Banque mondiale nous a récemment choisi parmi un groupe d'une dizaine d'intellectuels africains pour poser la question essentielle. Depuis longtemps qu'on fait des programmes de développement en Afrique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les populations africaines ne sentent pas que ces politiques viennent d'elles? Et c'est la grande question qu'il faut poser. Les politiques culturelles
doivent être la base de la définition des politiques économiques, des politiques éducatives et des politiques sanitaires. Et au regard un peu de toutes ces informations, explications et éclairages que vous portez à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent nombreux, non seulement au Gabon, mais sur le continent africain, j'allais dire, du monde entier, comment faut-il faire justement pour permettre de s'ouvrir au monde? Pour permettre de s'ouvrir au monde, il y a deux axes. Le premier axe, c'est d'ancrer dans le système éducatif les bases d'un enseignement du PCI, le patrimoine culturel immatériel. À partir de ce moment maintenant, de développer en Afrique des compétences endogènes sur ce que j'appelle les ressources numériques. L'Afrique ne répondra au monde que lorsque l'Afrique contribuera au contenu numérique avec une décision qui vient de nous. Nous continuons à subir le monde parce que nos enfants regardent des bandes dessinées conçues ailleurs, avec des valeurs d'ailleurs, et qui vont les mener à une vision du monde spécifique. Très bien. Nous devons donc créer du contenu numérique. Nous devons former beaucoup plus d'intellectuels, beaucoup plus de scientifiques, avec pour objectif de positionner l'Afrique comme leader du monde, parce que nous sommes quand même le plus grand continent aujourd'hui au monde. C'est possible avec toutes ces intelligences que regorge le continent africain, c'est possible, ce n'est pas une sinécure, ni une chimère. Quel type de contenu, justement, qui pourrait intéresser un peu le plus grand nombre, qui pourrait révolutionner, sinon changer un peu la donne, pour ne pas dire la courbe? Mais aujourd'hui, d'abord, il faut comprendre que le monde s'attaque à nos tout-petits. Très bien. Le monde nous vend sur ces plateformes des bandes dessinées qui véhiculent des valeurs qui ne sont pas conformes à nous. Donc la première chose, c'est que les gouvernements africains doivent faire encore un effort, plus les efforts qu'ils sont en train de faire, pour installer des programmes de contenu pédagogique pour les enfants dans les espaces de télévision. Une télévision nationale comme la grande télévision nationale dans laquelle nous sommes aujourd'hui a les moyens, les ressources professionnelles, les ressources techniques pour mettre en place un système de conception de programmes pour enfants. Je vous demande juste de faire attention à ceci. Quelles sont les grilles programmatiques dans lesquelles les enfants africains sont pris en charge du matin jusqu'à 17h? Très grande interrogation. Très grande interrogation, Dr Bassamba Gueye. Mais que pouvez-vous répondre ou quel sera votre discours-réponse en direction de ceux-là qui, visiblement, de par leur posture, leur positionnement, veulent ébranler la détermination chevillée au corps, non seulement des dirigeants africains en ce sens, mais également des techniciens? Quel est le discours-réponse que vous pouvez apporter à ce sujet? Mais le discours que je peux essayer de leur apporter, c'est un discours d'action. Un discours d'action, c'est lorsqu'on a constaté qu'il y avait un envahissement culturel qui ne disait pas son nom, que certaines institutions occidentales avaient de l'argent et des bourses pour que les jeunes Africains soient les véhicules de leur pensée. Moi, j'ai mis en place ce que j'appelle la maison de l'oralité et du patrimoine. Très bien. Et mon programme aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, avec les collègues qui le veulent, c'est d'installer des espaces d'accès au savoir démocratique. Parce que si nous continuons à subir ce discours-là, nous continuons à accepter. J'ai dit à l'UNESCO, à la semaine africaine de l'UNESCO, en présence d'ailleurs du ministre délégué de la Culture de la République du Gabon, j'ai dit que moi, je suis fils de Soundiata Keïta. Moi, je suis fils fan. Moi, je suis fils Wolof, je suis fils Peul. Je suis le fils de Cheikh Ahmadou Bamba, comme je suis le fils de la princesse Yenenga. En tant que tel, en quoi je dois accepter qu'on me dise que l'Afrique va mourir de Covid? Qui avait dit que l'Afrique allait mourir de Covid? Est-ce que l'Afrique a disparu avec le Covid? Pas du tout. Donc nous avons des ressources et des résiliences. Le seul discours que je voudrais tenir, c'est que les intellectuels africains que nous sommes devons arrêter d'être des névrosés. Nous ne sommes pas des Européens et nous ne le serons pas. Il faut rester africain. Oui, il faut rester africain. Aujourd'hui, on s'attaque à la dépigmentation. Moi, la dépigmentation, elle me pose problème. Mais la plus grande dépigmentation qui me pose problème, c'est la dépigmentation du cerveau. Intellectuel. Et nos cerveaux sont dépigmentés. Nous voulons rêver à partir de Libreville,
en ayant dans nos rêves des outils du monde. Très bien. Rêvons d'abord des outils que nous avons et parlons la langue universelle. Mais je pense que ma réponse est là. L'Afrique est debout. L'Afrique sera debout, fière dans ses valeurs, fière dans son patrimoine. Alors, on parle suffisamment assez, j'allais dire, on martèle sur tous les tons la réorientation de nos cultures africaines, voudrais-je dire. À votre avis, Dr Massamba Gueye, peut-on construire une nation en versant dans une sorte d'écrasement? Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas construire une nation dans l'écrasement culturel. C'est ce que la tabula rasa, on revient à la théorie de la tabula rasa. Aujourd'hui, on ne peut pas développer les pays africains en ignorant la majorité. Et la majorité aujourd'hui est ancrée dans des valeurs. La majorité est ancrée dans des croyances. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller puiser dans ces croyances les ressources pour inventer de nouvelles pédagogies culturelles et de nouvelles pédagogies économiques et de nouveaux programmes de développement sanitaire? Prenez le cas de la santé. Allons-y. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer que les gens aillent dans les hôpitaux volontairement sans passer par les médecins traditionnels? Lorsque, quand ils arrivent dans l'hôpital, le service d'accueil, la langue qu'on leur parle, la langue par laquelle on écrit les ordonnances est une langue qui leur est inaccessible. Mais leur sécurité, c'est d'aller vers ces guérisseurs du quartier qui leur parlent leur langue, qui est dans leur quartier, qui vient à leur baptême. Donc je pense qu'il faut réfléchir les stratégies d'accès aux services publics et les rendre conformes à la représentation mentale des populations, tout en gardant la modernité, parce que cette modernité, c'est essentiellement vers quoi nous devons aller. Vous qui êtes universitaire, acteur culturel, poète, etc., nous l'avions dit, justement sur cette importante vision, pour ne pas des projets, avez-vous déjà songé, avec vos pairs, de se retrouver autour des différents colloques, conférences, pour y réfléchir, afin de proposer au plus grand nombre une véritable réalité en ce sens? Ah mais oui, moi dans le dernier ouvrage déjà que j'ai publié, qui s'appelle Art oratoire, autorisation du conte, ce sont des pistes que je ne développe pas pour dire voilà ce qu'on peut faire. Je capitalise l'ensemble des actions que nous menons sur le terrain depuis au moins 1998 avec les collègues, que ce soit au Burkina, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit à Maputo. Rien qu'entre 2009 et 2013, nous avons mené un projet qui s'appelait Multiculturalité et Plurilinguisme, qui nous a amenés en Angola, au RD Congo, au Sénégal, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau. Et nous avons produit les manuels, nous avons produit les outils proposés au gouvernement africain pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. En tant que membre de l'Académie africaine des langues, nous avons ce qu'on appelle des groupements d'intérêt intellectuels, parce qu'on parle de groupements d'intérêt économiques, mais il y a les groupements d'intérêt intellectuels qui proposent aux nations. Actuellement, nous lançons ce que nous appelons l'initiative de Dakar, avec des acteurs culturels comme Youssou N'Dour, comme Alpha Blondy, et nous avons rencontré le président du Sénégal, qui est président de l'Union africaine, pour lui dire, voilà l'option de développement culturel que nous voulons. Et nous avons rencontré le président Kagame, avec qui nous avons parlé, et qui, aujourd'hui, est en train de réfléchir au nouveau paradigme. Comment impliquer l'action culturelle dans la définition des politiques publiques. Et si on ne le fait pas, on continuera à patiner. Et je pense que l'objectif de nos dirigeants, c'est de développer ce continent, ce n'est pas de le retarder. Et finalement, un peu le fruit de vos différentes réflexions conjuguées avec différentes expertises, comment les dirigeants africains accueillent-ils ces différents débats? Mais nous avons un accueil favorable de toute façon du président de l'Union africaine, un accueil favorable du président Kagame, sous la coordination du ministre Youssou N'Dour. Nous avons un accueil très favorable. Maintenant, entre l'accueil favorable et la mise en application par les fonctionnaires dans les différents ministères, c'est là où la crainte s'installe. Très bien, très bien, très bien. C'est là où la crainte s'installe. Docteur Massamba Gueye, est-ce qu'il suffira seulement de vous réunir autour un peu de ces différents canaux sus-énoncés il y a quelques instants, ou, in fine, pour que cette réalité tant souhaitée soit au goût du jour,
est-ce qu'elle pourrait être jumelée par d'autres actions sur le terrain qui pourraient, tant soit peu ici, permettre aux uns aux autres d'atteindre des objectifs? Mais oui, elle peut être jumelée à des actions parce que la réflexion intellectuelle, elle n'a de sens que lorsque sa finalité, c'est d'être traduite en actions concrètes pour le bonheur des populations. Aujourd'hui, si je suis ici, c'est qu'il y a une initiative portée par des jeunes, mais très concrète. Ce matin, j'ai rencontré des chefs d'entreprise pour les amener à comprendre que l'approche, par exemple, l'approche client, telle que proposée par les entreprises africaines, ne peut prospérer lorsqu'on prend en charge la culture du client, qui est une culture locale. Donc, si nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des Samba professionnels, c'est pourquoi? C'est pour apporter une réponse concrète à un besoin concret de renforcement de capacité pour que nous ne subissions plus le diktat de l'Occident et de la pensée unique occidentale. Quel est le regard justement un peu de vos pairs occidentaux par rapport un peu à ces différents questionnements? Est-ce un regard absent? Est-ce un regard réceptif? J'en passe. Il y a deux regards. Il y a ce regard réceptif de ceux qui sont ouverts d'esprit en Occident et qui se battent pour une revalorisation de la pensée mondiale et qui n'est pas la pensée universelle. Il y a maintenant ce regard condescendant de ceux qui continuent à regarder l'Afrique comme toujours étant un pays dans le besoin qu'il faut mettre sous perfusion pour mieux l'exploiter, ce que les dirigeants africains n'acceptent pas. Nous avons vu les dernières déclarations à la dernière rencontre du G7 et nous avons entendu les dernières déclarations aussi de l'Union africaine à propos de la situation mondiale. Ces deux regards-là sont là. Il y a 16 intellectuels européens missionnés en complicité avec des intellectuels africains pour garder l'Afrique dans son état actuel. Et il y a les intellectuels européens honnêtes qui sont ouverts à la collaboration, avec qui nous travaillons pour que l'émergence de l'Afrique ne soit pas une fiction, mais une réalité dans les 15 prochaines années. Allons petitement vers la fin de ce programme, Dr Bassamba Gueye, peut-on ici dire, ou sinon affirmer sans risque de se tromper, au-delà un peu de la détermination qui vous habite, vous universitaires, vous techniciens en la matière, mais est-ce que cette détermination ou cette révolution entre rives, j'allais dire dans le bon sens du terme, est contaminée, hein, disons-le comme ça prosaïquement, vers les populations cibles, les jeunes intellectuels, les entrepreneurs, etc. Est-ce que cette révolution est au même niveau? Mais elle n'est pas au même niveau. Et c'est là où il faut se battre pour élever le niveau et rencontrer les aspirations populaires. Prenez un cas aujourd'hui. Si vous regardez tout ce qu'on appelle l'activisme en Afrique, qui finance l'activisme? Qui finance l'activisme? Qui relève les jeunes contre les régimes en place? Qui veut déstabiliser l'Afrique? Qui a envie que le modèle de sérénité qu'il y a au Sénégal éclate pour que toute l'Afrique de l'Ouest s'embrase? Ce ne sont pas les pays africains. Je pense que tant que nous n'avons pas une politique éducative qui fait que la grande masse accède au savoir, les manipulations de l'extérieur continueront. Donc nous sommes responsables. Et tant que les entrepreneurs africains, l'élite financière africaine ne financera pas la culture africaine, l'éducation africaine, nous aurons des politiques culturelles et éducatives qui viendront d'ailleurs. La responsabilité, elle est là. Ceux qui ont les moyens doivent accompagner les États dans des programmes de formation et les associations qui se battent dans les quartiers. Sinon, ces associations iront chercher de l'argent ailleurs et celui qui te prête ses yeux te dira où regarder. Il y a pourtant, Dr Gueye, cette volonté affirmée des dirigeants africains à travers leurs différentes, on va dire quoi, différentes démarches, projets politiques, cette volonté de financer quand même l'éducation sur le continent. Mais il y a une volonté de financer l'éducation. Je vous ai dit que j'ai coordonné une activité il y a quelques jours à Dakar où il y avait 16 pays africains. Mais la grande volonté des dirigeants africains, cette grande volonté, elle ne devrait être qu'une. L'union africaine totale. Une union des peuples, une union économique, une union sportive, une union culturelle. Imaginez une équipe africaine de football à la Coupe du Monde avec les talents du Gabon, les talents Elle sera championne tout le temps. Personne n'en veut
Elle sera championne tout le temps. Et personne n'en veut. Imaginez une équipe africaine d'athlétisme avec les forces du Gabon en taekwondo, les forces du Sénégal en sprint, en lutte, les forces de l'Afrique de l'Est en course de fond. Imaginez ensemble tous ces athlètes sous un drapeau multicolore africain. Ceci est mon combat, ceci est ma vie, ceci est ma respiration. Car l'Afrique a les moyens de dominer le monde, mais ce ne sera que l'Afrique unie. Très bien, tout en espérant, Dr Bassamba Gaye, que vous ne baisserez pas pavillon d'ici là par rapport aux ambitions que vous vous êtes fixées. Le temps, malheureusement, file affreusement à la vitesse d'un cavalier rapide. C'est pratiquement la fin de cet entretien. Je vous laisse à présent à votre bonne volonté, en une ou deux phrases, pour votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion est que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est riche de ses enfants. L'Afrique peut compter sur ses enfants. Mais il faut que les intellectuels africains se posent la question de pour qui ils sont allés à l'école. Nous sommes allés à l'école pour nos familles. Nous devons nous battre pour les élever au rang de dignité sociale. Très bien. Nous nous sommes interrogés sur la prise en compte du patrimoine africain. Comment faire pour un retour aux fondamentaux? J'ai eu le plaisir de recevoir le docteur Massamba Gaye. Il est acteur culturel, par ailleurs conseiller technique à la présidence de la République du Sénégal. C'était l'invité de cet entretien. Merci à vous de l'avoir regardé avec goût. Restez toujours sur Gabon Première. N'oubliez surtout pas nos différentes formules à l'enjeu de l'information, 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.